S'il peut saigner, on peut le tuer. Une phrase devenue culte, une simple ligne de dialogue qui, aujourd'hui encore, résume tout un pan du cinéma de genre. Et derrière elle, un monstre tout aussi culte. Même si, soyons honnêtes, s'il y a bien une créature de la pop culture que je trouve un poil surcotée, c'est bien le Predator. Alors oui, il est mythique, reconnaissable et iconique, mais sans le mythe Alien, est-ce qu'il aurait eu autant d'impact? Est-ce qu'on en parlerait encore 40 ans plus tard? Et pourtant, je le reconnais, les deux premiers films Predator, malgré leurs défauts, ont bâti un socle fondateur, un diptyque qui a marqué son époque avant de donner naissance à tout un univers. Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Salut et bienvenue sur Anacaland pour un nouveau numéro de Cultissime, ma série qui revient sur les films devenus légendaires, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Aujourd'hui, on s'attaque à ce que j'appelle la phase 1 du mythe Predator. Predator sorti en 1987 avec sa jungle moite et brutale, puis Predator 2 en 90 et son chaos urbain et ses gangs en ébullition. Deux films très différents, presque opposés, mais qui posent ensemble les bases d'un rituel de chasse, d'un code d'honneur et d'un univers qui ne dit jamais tout. Ainsi, pour cette vidéo, j'ai choisi une analyse croisée. Pas de récit chronologique, mais une plongée thématique. Parce que Predator phase 1, c'est bien plus que le début d'une franchise bourrine. C'est une créature, deux terrains de chasse, deux contextes politiques et deux reflets de leur époque. Et aussi, une question qui viendra par la suite, qu'est-ce qu'on a perdu en voulant tout expliquer du mythe? Et pourquoi ces deux premiers films, malgré leurs limites, restent encore aujourd'hui les plus puissants de la saga? Une exploration en 4 parties, dont celle-ci est la première, 4 vidéos qui sortiront une fois par mois jusqu'à la sortie du prochain opus, Predator Badlands, début novembre. Donc si vous êtes curieux de voir comment cette icône s'est transformée, a dérivé et s'est croisée, abonnez-vous, likez si ça vous plaît et activez la cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes fan de la créature depuis toujours, ou si vous êtes venu à Predator via Alien, comme moi. Et est-ce que, comme moi aussi, vous restez un peu sceptique devant ce monstre aux dreadlocks et aux cris flippants? Alors c'est parti, plongeons dans la phase 1 de Predator, un temps où la chasse avait encore un sens et où on se contentait de montrer plutôt que d'expliquer. Donc, comme je le disais, Predator, je vais être honnête, je suis pas vraiment un grand fan. Ou plutôt, c'est loin, très loin, derrière Alien, et même d'autres sagas de SF. Et je pense que ça vient simplement de la manière dont j'ai découvert la créature. Comme je le disais plus tôt, pas avec les films originaux de 87 ou 90, mais avec Alien vs Predator en 2004, parce que j'étais déjà fan des 4 premiers Aliens. Et disons que comme premier contact, il y avait un peu plus subtil quoi. En plus, quand j'ai ensuite vu les 2 premiers volets, j'étais encore dans une période un peu élitiste sur les effets spéciaux. Et forcément, la magie n'a pas vraiment opéré tout de suite. C'était brut, daté et souvent cheap. Et puis, surtout, très différent de ce que j'attendais. Notamment Predator 2 que je trouvais et trouve encore parfois très moyen techniquement. Et bien en deçà de son prédécesseur, ne serait-ce que sur le sound design du monstre, par exemple, qui est claqué au sol dans les deux. Ou encore là où le premier avait réussi à m'embarquer avec son histoire simple, mais pas simpliste, et pas non plus expliqué comme à un enfant, et aussi très dépaysant avec tout ce vert, le second volet me ramène un peu trop sur terre, au sens de réel. Et d'autant plus quand on le revoit en 2025. Je trouve son ambiance très film d'action des années 90 plaisante, mais aussi trop caricaturale, même si, là encore, je reconnais que remis dans son contexte, je comprends que c'était génial. Bref, un second film que j'affectionne donc moins que le précédent. Mais tout de même, aujourd'hui, avec le recul, je reconnais totalement l'aura de cette franchise. Et surtout l'impact du Predator dans la pop culture au sens large, parce qu'il est devenu bien plus qu'un simple monstre, c'est une véritable icône, une créature avec un code, et en plus un lien officiel avec l'Alienverse, qui a été acté en 1989, meilleur millésime dans les comics, et confirmé au cinéma dans Predator 2, donc forcément il me fallait absolument en parler. Alors oui, c'est un monstre culte, mais je le redis aussi, je trouve tout de même que le Predator en tant que créature sont un peu surcotés, surtout face au goth, le xénomorphe. D'autant plus que la saga elle-même n'a cessé au fil des années de déconstruire sa propre légende. Les films dont je vais parler ici ont construit un mythe fascinant, et chaque nouvelle apparition ensuite a un peu égratigné l'image de ces guerriers implacables, invisibles, et pourtant justes, jusqu'à ce qu'il ne reste aujourd'hui qu'une ombre de ce qu'ils incarnaient alors. Sinon, sur un plan plus cinématographique, industriel, car c'est quand même aussi un petit peu, parfois en tout cas, le fondement de mes cultissimes, parlons aussi de son impact. Avec Predator en 1987, Hollywood comprend aussi quelque chose d'essentiel. On peut créer une nouvelle icône du cinéma de genre sans passer par un roman, un mythe classique ou une franchise déjà existante. Ici, tout part d'un pitch original, boosté par des effets pratiques innovants, un montage chirurgical et un design de créature devenu instantanément culte.
Le film propulse même Stan Winston, déjà connu pour Terminator, comme le nouveau maître du bestiaire cinématographique. Mais surtout, il prouve qu'un film de SF peut avoir le corps d'un actionneur musclé, tout en flirtant avec l'horreur et le survival. Ce mélange d'ADN inspire toute une vague de films hybrides à la fin des années 80 et au début des années 90. Quant à Predator 2, même s'il divise, il est l'un des premiers à prendre le risque de réinventer totalement son cadre et son ambiance pour une suite. Pas de retour en forêt, pas de clone de Dutch, on change totalement de décor, d'époque et même de registre. Et ça, c'était un vrai pari à l'époque. Et bien sûr, il y a l'influence sur le creature design, peut-être ce qu'il y a de plus puissant avec l'héritage de la saga. Avec le Predator, on entre dans une nouvelle ère, celle des créatures intelligentes, ritualisées, presque humaines dans leur hiérarchie. Le monstre n'est plus juste un monstre, il a une culture, un sens de l'honneur et une logique. C'est l'opposé du xénomorphe, et c'est précisément cette opposition qui va nourrir la pop culture pendant les décennies suivantes. Mais avant de parler de cette dilution progressive du mythe, avant les AVP, les errances des années 2010 et le retour surprise sous Disney, il faut revenir au point de départ, à la naissance du mythe. Car même s'il arrive après Alien en 79 et même Aliens en 86, Predator en 87 parvient à réinventer une nouvelle figure du monstre spatial. Un chasseur venu sur Terre pour le sport. Et ça, clairement, ça change. Et 3 ans plus tard seulement, Predator 2 revient avec un tout autre ton. Urbain, violent, bordélique. Et officialise enfin le lien avec le monstre sacré de la SF. Ainsi, quand on parle des 2 premiers films Predator, il faut d'abord comprendre que tout les oppose. Et pourtant, ils racontent la même chose, plus ou moins. L'un se déroule dans une jungle moite et archaïque, presque mythologique. L'autre nous plonge dans un chaos urbain, survolté, une ville transformée en enfer vertical. 2 environnements différents, mais un même terrain de chasse, car le Predator, lui, il s'adapte. Dans le premier, c'est une bête sauvage, dans le second, un fantôme urbain. Les 2 films partagent aussi une idée forte. Le monde, quel qu'il soit, est un piège. Et la créature, elle, connaît les règles mieux que ses proies. Et au-delà des muscles, des flingues et du gore, ces 2 films racontent bien plus que ce qu'ils laissent croire. Ils parlent de virilité, évidemment, de pouvoir, de politique, de chasse, de guerre, d'honneur, et surtout, ils posent les bases d'un mythe hybride, à la fois bestial et sophistiqué, brutal et ritualisé. Tout d'abord, Predator fait de la jungle une arène fantastique. Le premier film, réalisé par John McTiernan, commence comme un pur produit des années 80. Un commando surarmé, survirilisé, presque sorti d'un spot de pub pour de la testostérone. Des gros bras, des punchlines et des explosions. Bref, un terrain connu, en tout cas au début. Mais rapidement, le film déshabille tout ça, littéralement. Les soldats tombent un à un, impuissants. La technologie ne sert à rien, et Dutch, alias Schwarzy, le plus alpha d'entre eux, finit seul, à poil dans la boue, et revenu à l'âge de pierre. De plus, toujours dans cette inversion des rôles, le film inverse aussi la chaîne alimentaire. Le chasseur devient gibier, puis redevient chasseur, non pas par la force, mais par la ruse. La survie passe par l'humilité, par l'acceptation de sa faiblesse. Dutch gagne non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il comprend la règle du jeu. Ici, la technologie est un leurre, seul l'instinct peut vous sauver. Dans son film, McTiernan filme le Predator comme un mythe. On ne le voit presque pas, on le devine, on le sent, on entend ses bruits étranges et ses infrarouges parasites. La jungle devient un piège, un personnage à part entière. Le film joue même plus avec les codes du slasher que du film d'action pur. Et ça fonctionne, ça crée de la peur. Pour de vrai. La créature, le Predator, devient une sorte de monstre invisible mais toujours présent, tel un dieu de la mort. Puis dans Predator 2, l'enfer devient urbain. Un changement radical d'ambiance. Exit la jungle verte, place à la jungle grise. Une ville en feu rongée par la violence et la corruption. Dans une version futuriste, dystopique de 1997. Car le film sort en 90, ils avaient donc tenté d'imaginer ce que serait le futur. Et bizarrement, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils avaient quand même 20 ans d'avance. Cette fois, on n'a pas affaire à des soldats, mais à un flic, un peu borderline. Et pourtant, l'idée reste la même. Le Predator vient tester la résistance de l'espèce humaine face à son instinct de prédation. Sauf qu'ici, la créature n'est plus juste une bête sauvage. Elle devient une entité presque sacrée, un guerrier rituel. Tout comme dans le premier, le Predator choisit ses cibles. Il respecte les innocents, les faibles, les non hostiles, et même les femmes enceintes. Il ne tue pas sans raison, il traque ce qui domine, qui tue. Comme lui. C'est une figure de jugement presque religieuse. Le film introduit aussi une dimension culturelle. Crâne collecté, trophées ritualisés, vaisseaux couverts de reliques, etc., etc. On comprend alors que ce n'est pas un simple monstre, mais une créature civilisée. Une véritable société de chasseurs. Et c'est là que Predator 2 devient essentiel pour le lore. Et vous savez à quel point j'adore le lore. C'est lui qui ouvre la porte à tout le reste. Plusieurs Predators, une hiérarchie, des traditions, une langue, une culture, une forme de code d'honneur, et même le crâne de xénomorphe aperçu dans le vaisseau, qui n'est pas juste un clin d'œil, c'est carrément une clé pour connecter les univers.
le Prédateur n'est plus simplement une créature de film d'action, c'est un mythe moderne en cours de construction dans un univers connecté et bientôt partagé. Cependant, visuellement, Predator 2 est plus chaotique, moins maîtrisé je trouve, mais pourtant pas inintéressant. La mise en scène est plus frontale, plus urbex dans ses décors, abattoirs, ruelles, sous-sol, etc. Le Predator y est filmé comme une silhouette gothique entre Batman et Jack l'Éventreur, encore plus iconique que dans le premier film, mais bizarrement ça marche moins, en tout cas sur moi. Il plane au-dessus de la ville, chasse de toit en toit comme un oiseau de proie, mais je préférais le chasseur de la forêt. Donc oui, le film est plus cheap, moins subtil, mais il tente quelque chose, et surtout, il pose de nouvelles bases. En résumé, les deux films sont très différents dans leur plastique, mais complémentaires. Le premier nous ramenait à la survie animale, et le second a introduit une société secrète de chasseurs, avec ses codes et ses rituels. Et dans les deux cas, ce n'est pas l'homme qui triomphe, c'est celui qui comprend que pour survivre, il faut accepter de ne plus dominer. En effet, au premier regard, Predator c'est du pur fantasme testostéroné. Des muscles huilés, des gros bras en débardeur, des punchlines au couteau et un cigare qui brûle comme une déclaration de guerre. Dutch et ses hommes sont des caricatures de la masculinité américaine des années Reagan. Et Schwarzy est excellent dans ce rôle, même si j'ai toujours eu une énorme préférence pour son Terminator de l'époque. Ils sont beaux, forts et sur deux, chacun incarne un archétype viril. Le nerveux à la Gatling, le silencieux au couteau, le cerveau planqué derrière ses lunettes et le soldat blagueur très lourdingue. Une vraie brochette de prédateurs en puissance. Mais rapidement tout s'écroule. Un à un, ils tombent. Non pas par manque de force, mais parce que leur force ne suffit plus. La jungle ne pardonne pas. Et surtout, elle inverse les rôles. Les chasseurs deviennent les proies. Une thématique plus que centrale dans la saga encore aujourd'hui. Le film de 87 commence comme un actionneur typique des années 80, toutefois pour mieux le déconstruire ensuite. Très vite, on comprend que la puissance physique, les armes, les muscles, tout ça ne vaut rien face à un ennemi invisible, patient et méthodique. Ce n'est pas un simple jeu de massacre, c'est une remise en question du mythe viril que le cinéma d'action glorifiait alors, et totalement disparu depuis. Chaque mort incarne la chute d'un modèle masculin, la brutalité, l'arrogance, la camaraderie virile et même la vengeance. Et tout ça échoue. Le prédateur ne les tue pas seulement physiquement, il les anéantit aussi symboliquement. Surtout qu'on remarque dans sa chasse rituelle que ses victimes ne sont pas aléatoires, il s'en prend à chaque fois à ceux qui font preuve de courage, de force ou de domination. Y a qu'à voir par exemple la scène du scorpion, il tuera en premier celui qui n'a pas eu la moindre once de peur. Et Dutch, s'il survit, ce n'est pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il comprend qu'il faut changer de logique. Il abandonne ses armes, renonce à l'explosion de violence et revient à quelque chose de plus primitif. La ruse, l'instinct, la nature. Là où ces hommes, un à un, avaient perdu leur sang-froid et avaient un peu trop la confiance. Il se couve debout, fabrique des pièges et devient une sorte de guerrier du néolithique. C'est un rite initiatique inversé, là encore une thématique empruntée par Prey. Il ne gagne pas en dominant, mais en acceptant de redevenir vulnérable, en s'offrant presque à son ennemi. Il ne devient pas plus homme en affirmant sa force, mais en l'effaçant. À croire que ce film avait déjà 40 ans d'avance. Sauf qu'ici, c'est bien fait. Et au fond, le film pose aussi cette question simple et brutale. Qu'est-ce que la virilité quand elle ne suffit plus à vous sauver? Et surtout, ce film n'aurait jamais fonctionné avec une bande de mâles déconstruits ou de meufs méga badass, n'est-ce pas? Et donc, dans Predator 2, changement de décor et changement de héros. Ici, on quitte la jungle pour une ville moite et oppressante. Los Angeles, version cauchemar. Chaleur caniculaire écrasante, guerre des gangs, affrontements communautaires, rue saturée de violence, flics dépassés, etc., etc. Et surtout, changement de gabarit. Harrigan n'est pas Dutch. Loin du compte, il n'a pas ses muscles ni sa prestance. C'est un flic plus vieux, plus humain, souvent en sueur et parfois débordé, mais incroyablement obstiné. Là où Dutch affrontait la bête dans un duel mythologique, presque deux monstres face à face, Harrigan se bat dans un monde déjà brisé, où la violence est partout, y compris et même surtout chez les hommes. Mais il observe, il comprend, il traque lui aussi. En bon enquêteur qu'il est, le face-à-face avec le Predator devient plus qu'un affrontement physique, c'est une lutte morale et presque culturelle. D'autant plus, comme je disais, quand on remet le sujet dans le contexte des luttes de communauté du film. Et tant que j'y suis, petite parenthèse. Mais vous vous êtes déjà demandé ce que ce film donnerait aujourd'hui, notamment si vous l'avez revu récemment, car on avait déjà un casting très inclusif pour le genre et l'époque, pour le coup ils étaient très en avance, le seul débile c'est le blanc, et les autres blancs ce sont les méchants, donc jusque là c'est woke compatible, mais à contrario on a par exemple des blagues sur le gros nez de Danny Glover, c'est pas très sympa, et c'est même un petit peu raciste, non? Et donc oui, en 2025, aujourd'hui le flic serait toujours noir, probablement. Ce serait peut-être même une femme, tout comme son équipe racisée qui serait toujours la même. Mais par contre, pour la guerre des gangs des étrangers, je sais pas. Ce serait quoi, des gangs fachouks d'extrême droite, des vilains de l'ultra méga giga droite? Je sais pas, mais en tout cas le wokisme ferait certainement de ce film un truc absolument nul à chier. Une purge assurée, il n'aurait assurément plus la même saveur.
Et qui sait, peut-être même que la meuf ne serait pas sauvée par sa grossesse, car c'est pas bien de réduire les femmes à leur fonction reproductrice. Bref, le Predator, de son côté, suit toujours un code. Il ne tue que les individus armés, menaçants et violents. Il épargne même les innocents, les femmes enceintes, les enfants, bref, les faibles. Il est bestial, mais toujours cohérent. Et face à lui, que valent les humains? Ils sont désorganisés, agressifs et parfois plus cruels que le chasseur lui-même. Des bêtes sauvages auxquelles le monstre répondra par une bestialité accrue. Mais ils ont aussi quelque chose que le Predator n'a pas. L'humanité dans sa complexité, avec ses défauts, ses choix et ses contradictions. Ce n'est plus juste une lutte entre la force et la ruse, comme dans le premier, mais un affrontement entre deux visions de la justice, de la valeur et de la domination. De plus, entre ces deux films, un glissement s'opère, de la virilité brute à l'éthique du chasseur. On passe d'une lecture simple, l'homme ou même le soldat contre la bête, à quelque chose de plus nuancé, et plus dérangeant également. Dans Predator, la virilité échoue parce qu'elle refuse de se remettre en question, et dans Predator 2, la virilité survit quand elle devient adaptabilité, compréhension et même écoute. Et à travers ces combats, les films posent une vraie question politique et sociale. Quelle valeur donner à la force, et même à la vie? Que signifie être un prédateur et à quel prix? Ces deux visions du monde s'affrontent, l'une ritualisée, codifiée, presque noble, celle du Predator, et l'autre chaotique, fragile, urbaine et donc humaine. Mais au fond, les deux sont violentes, les deux sont prédatrices, et ça prouve surtout que c'est bien plus qu'une saga à ranger dans la case des monstres bourrins, même si moi aussi pendant longtemps je n'y voyais pas plus. Mais en vérité, elle mérite qu'on s'y attarde. Ainsi, s'ils ont marqué la pop culture, c'est parce qu'ils n'étaient pas de simples monstres. Les prédateurs ne sont pas des bêtes sauvages, mais des êtres ritualisés, intelligents, obéissant à des codes, des règles, et même une forme d'honneur presque aristocratique. Ils choisissent leur proie, écartent les faibles, épargnent les innocents, et évaluent aussi la valeur de leur adversaire à travers une certaine noblesse. Dans le premier film, cette idée se devine discrètement, sans jamais être explicitée. Le Predator observe, jauge et provoque. Il pourrait tuer plus vite, plus facilement, mais il attend. Comme un chasseur d'élite cherchant l'affrontement parfait. C'est surtout dans le deuxième film que cette logique se révèle vraiment. Le lore se déploie. On découvre leurs vaisseaux, leur culture, leur hiérarchie, leurs trophées entassés et même un vieux pistolet datant du XVIIIe siècle. Décidément, Prey aura beaucoup emprunté à ce film. Et Badlands aussi probablement. Donc le signe d'une tradition guerrière qui traverse les siècles et les planètes. Il pousse aussi encore plus loin cette dimension rituelle de la mort et de la guerre. Le film met en scène les cadavres comme des trophées sacrés, des corps suspendus, éviscérés et exposés comme dans un temple macabre. Chaque meurtre devient une offrande, chaque corps une trace laissée dans l'histoire du chasseur. Il y a d'ailleurs dans ces scènes quelque chose de profondément viscéral et presque religieux, mythologique, mystique. Un rapport au corps comme territoire de violence, d'humiliation, mais aussi de gloire. On peut donc y voir une critique de nos propres pratiques, notre rapport à la consommation, au spectacle de la violence, à l'animalité refoulée. Mais surtout, le film touche à nos peurs les plus archaïques, la peur d'être traqué, exposé et réduit à un simple morceau de viande. Une peur qui a traversé les âges et qu'on croyait domptée par les institutions et la civilisation, mais qui ressurgit ici dans un Los Angeles surchauffé, décivilisé, rongé par les gangs et la paranoïa. Ainsi, petit à petit, le monstre devient une figure iconique. On passe de l'horreur invisible à une caste de guerriers de l'espace, gouvernés par des rituels de chasse, une éthique de la confrontation et un sens de l'honneur tordu, mais pourtant fascinant. Une critique à peine voilée de la guerre et de son absurdité émerge alors, surtout dans le premier. Sous le masque et les dreadlocks, une thématique plus grave, plus politique. L'injustice de la guerre, son arbitraire, son absurdité. Dans le contexte des années 80, alors que l'Amérique pensait encore ses plaies du Vietnam, c'est une lecture qui fait sens. Derrière les muscles et les punchlines, Predator, c'est aussi un film sur l'implacabilité de la mort. Sur l'échec du héros face à une logique de destruction plus grande que lui. Une guerre qui a profondément marqué l'inconscient collectif américain. Un véritable trauma. Une guerre perçue comme absurde, perdue d'avance et surtout trahie de l'intérieur. Dans le premier film, on le sent dès le début, les soldats ne sont que des pions manipulés, sacrifiés sur un échiquier qui les dépasse. Ils pensent mener une mission claire, héroïque, mais ils sont largués au milieu de la jungle, piégés et éliminés un par un ennemi qu'ils ne comprennent pas. C'est littéralement l'horreur d'une guerre moderne, sans ligne de front et sans règles. Une guerre où même le plus fort et le plus brave peut tomber d'un coup. Une guerre où la peur, l'invisible et le hasard décident plus que le courage, la stratégie ou l'armement. Un sujet encore une fois très bien décrit par cette phrase culte. Peu importe la peur, la technologie ou la puissance de l'ennemi, tant qu'il saigne, il peut mourir. Au départ, Dutch et ses hommes pensent donc être envoyés dans une mission de sauvetage. Ils se croient justiciers presque humanitaires, de véritables parangons héroïques. Mais la réalité s'effondre. Ils ont été manipulés par Dillon, l'agent du gouvernement. Ce n'était pas une opération de sauvetage, mais une exécution politique. Et très vite, cette escouade d'élite se fait décimer, non par des guerrieros, mais par un être qui symbolise la justice implacable de la nature.
Le Predator devient donc une sorte de châtiment. Il force ses soldats à affronter leur réalité. Ce ne sont pas des héros patriotes, mais des instruments, des pions dans un jeu qui les dépasse totalement. Et ce regard sur les institutions rejoint également la méfiance post-Vietnam. L'État manipule, ment et sacrifie. Il prétend protéger, mais il contrôle. Et quand il n'a plus besoin de vous, il vous abandonne dans la jungle. Alors oui, cette critique reste discrète, sous-jacente dans le premier. Le cœur du film, c'est la virilité, la chasse et l'instinct. Mais cette trahison politique, en arrière-plan, donne une profondeur au récit. Ainsi, bien plus frontale dans Predator 2, mais déjà présente en filigrane dans le premier, cette thématique de l'État manipulateur devient plus prégnante, évidente. Cette fois, l'État sait, il connaît l'existence du Predator. Il observe, dans l'ombre, il expérimente, l'agent Keyes ne cherche pas à sauver qui que ce soit, bien au contraire, il veut capturer la créature pour l'étudier, quitte à sacrifier des vies humaines. On s'en fout. Et pire, dans ce film, même les journalistes aussi sont du mauvais côté. Inimaginable. À travers ce dispositif secret et cette froideur scientifique, le film critique un gouvernement déshumanisé, prêt à tout pour garder la main mise sur ce qu'il ne comprend pas. Un sujet, là aussi, d'actualité alors qu'on approche de la fin de la guerre froide. La ville, déjà gangrénée par le crime, devient alors un laboratoire à ciel ouvert. Et les civils, des dommages collatéraux. A noter que Predator 2 est sorti à une époque où les tensions raciales, les bavures policières et la montée des théories conspirationnistes nourrissaient une crise de confiance envers l'État américain. Le film s'inscrit donc dans cette paranoïa ambiante, et pourtant prémonitoire. Un monde où les institutions regardent mais n'agissent plus, ou pire, agissent mais dans leur propre intérêt. Et pourtant, malgré cette vision très critique de la figure de l'État, Predator 2 semble adoucir son propos, car dans la scène finale, Keyes, cet agent froid, calculateur et symbole de l'autorité inhumaine, sacrifie sa vie pour sauver Harrigan. Et là, on peut alors se poser la question, pourquoi ? Ce geste presque héroïque ne brouille-t-il pas le message ? Cette ambiguïté a tendance à désamorcer le propos du film en ce sens. Ça aurait sans doute été plus puissant, plus cohérent s'il avait essayé de laisser Harrigan mourir pour servir son propre plan. D'autant qu'ensuite, après tout ça, l'institution se referme sur elle-même. Elle étouffe l'affaire, même pas un mot de reconnaissance, on n'en parle plus. Donc cette thématique sur l'État très légère dans le premier est un peu trop désamorcée à mon goût, dans le second. Ainsi, la vraie menace, ici, ce ne serait pas le Predator, mais le pouvoir. Et oui, ok, entre les lignes, Predator et Predator 2 racontent la même chose. Ce n'est pas l'alien qui est le plus dangereux, c'est l'autorité humaine qui provoque ces situations. Celle qui ment, celle qui manipule, celle qui sacrifie sans état d'âme. Et ce qui est encore plus glaçant, c'est que le Predator, avec son code d'honneur et ses règles, finit par apparaître comme plus juste, plus cohérent que l'État lui-même. Enfin, dans ces deux films, l'affrontement final ne se termine pas toujours par une victoire éclatante de l'humanité, mais plutôt dans un geste d'acceptation et de reconnaissance. Pas de haine, pas de revanche, un simple constat, cet humain a gagné le droit d'exister. Dutch comme Harrigan ne sont pas plus forts, ils ne sont pas plus armés, mais ils survivent, parce qu'ils sont reconnus par l'ennemi comme des égaux, mieux, comme des guerriers. Et ce geste de respect change tout. Il redéfinit le Predator, non pas comme une créature assoiffée de sang, mais comme un chasseur ritualisé, régi par un code d'honneur strict, un être presque noble dans sa brutalité. Ce ne sont pas des massacres aveugles, c'est une chasse rituelle, un affrontement avec ceux qu'il juge dignes et honorables. On passe donc d'un monstre invisible à un guerrier ritualiste, avec son éthique propre, ses règles, sa culture et sa hiérarchie. Le second film dévoile même une mythologie en extension. Un vaisseau, un équipage, des trophées et même un pistolet ancien comme offrande. Le tout laisse imaginer une société codifiée et peut-être même une civilisation florissante. On remarque déjà ici dans la saga ce lien possible avec l'humain. Quand Harrigan abat son adversaire, un clan entier de prédateurs se matérialise. Peut-être justement les juges de l'épreuve du chasseur de dealers. Mais ils n'attaquent pas Harrigan. Ils observent, puis l'un d'eux, probablement le plus ancien, sans doute le plus respecté, tend à l'humain le fameux cadeau, le pistolet gravé de 1715, comme une relique, presque un geste d'intronisation. Le message est clair, tu es des nôtres, tu as survécu, tu mérites une place dans notre histoire. Alors que Dutch, de son côté, n'avait pas reçu de récompense matérielle, mais le respect silencieux d'un adversaire mourant. Et là encore, c'était une victoire symbolique plus que physique. Dans cette logique, le Predator cesse d'être un antagoniste. Il devient une figure presque mythique, un juge ancestral, une épreuve, un filtre. Il élimine les arrogants, les violents, les impulsifs, mais il honore ceux qui font preuve d'intelligence, de maîtrise et de courage. Des valeurs qu'il semble estimer plus que la force brute. Sinon, lui aussi, il serait un fanboy du xénomorphe. Dans cette lecture, Dutch et Harrigan ne sont pas seulement des survivants, ce sont presque des élus, des humains reconnus par une entité étrangère, non pas pour leur supériorité, mais pour leur bravoure, au sein d'un rituel sacré. Un peu comme le film suivant de la franchise dont on parlera la prochaine fois, et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Donc une mythologie implicite mais puissante. Ce que les deux premiers films suggèrent sans jamais surligner, c'est qu'il existe une culture prédator profondément codifiée, avec des rites funéraires, ils emportent leurs morts par exemple,
des trophées codés, crânes, armes, etc., etc., et un goût pour les conflits humains, qui forment sûrement leur proie de choix, et surtout une logique d'honneur guerrier. Ce sont peut-être des chasseurs, oui, mais ce sont aussi des êtres sociaux, obéissant à des lois ancestrales. Et c'est justement là que l'humain gagne en importance, non pas en tant que dominateur, mais en tant que concurrent spirituel, voire même presque de miroir. Ce que les prédateurs révèlent de nous, c'est peut-être notre besoin de reconnaissance dans l'adversité. Face à un ennemi plus fort, plus rapide ou plus avancé, ce n'est pas la technologie ou la violence qui fait la différence, c'est l'éthique, le courage et la résilience. Et dans ce monde ultra codifié, certains humains deviennent plus que des proies, ils deviennent légendaires. What the hell are you? Alors voilà, deux films, deux énergies, deux époques, mais ensemble, Predator de 87 et Predator 2 de 90 posent les fondations d'un mythe moderne, à la croisée de la SF, du film de guerre et du survival horror. Le premier, viscéral, tellurique, parlait de la peur primaire, celle qui surgit au cœur de la jungle quand tout ce qu'on croyait dominer, la guerre, la technologie, la force brute, ne suffit plus. Le second, plus urbain, plus chaotique, mais aussi plus humain, racontait une humanité saturée de violence, livrée à elle-même dans un monde déliquescent. Et face à ça, le Predator, lui, reste constant. Il observe, il jauge, il juge, il choisit, il sélectionne, il passe même le Karcher. Il traque l'humain dans ce qu'il a de plus fort ou de plus fragile, et parfois de pire. Et si cette créature est devenue culte, c'est peut-être justement parce qu'elle n'a jamais été totalement expliquée. Un monstre, oui, mais avec un code. Un tueur, oui, mais avec de l'honneur. Et tout ça donné en filigrane. Une machine à tuer, mais presque respectueuse dans sa manière de reconnaître la valeur d'un adversaire. Même si, je le redis, mais pour moi, un Predator ne vaut pas un xénomorphe. Ne serait-ce que sur le plan de la peur ou même du charisme. Mais c'est ça Predator, un miroir cruel et fascinant de ce qu'on appelle la force, le mérite ou le respect. Et c'est sans doute pour ça que le mythe a traversé les décennies, même à travers ses dérives, même quand les suites l'ont trahi, même quand les relectures ont tenté de le moderniser, parfois sans trop comprendre ce qui faisait son essence. Parce que dans cette phase 1, sans préquel, sans crossover, sans explication inutile, Predator c'est avant tout une légende transmise par le silence, par les traces laissées dans la jungle ou sur les murs d'un vaisseau, comme avec le pistolet offert en guise de respect, comme un avertissement et aussi comme une promesse. Avec le temps, presque malgré lui, Predator a donné naissance à tout un univers étendu. Une civilisation a émergé autour des Yotia, c'est le nom de leur race, chasseurs interstellaires guidés par un code d'honneur, des rites ancestraux, une hiérarchie quasi tribale, etc., etc. Mais, il est bon de le rappeler, rien de tout ça n'existe dans les deux premiers films. Predator et Predator 2 ne construisent pas un lore, ils laissent deviner. Pas d'explication, pas de discours, pas de world building, seulement des silences, des gestes, des signes et des énigmes visuelles. Ce sont les creux, les non-dits, les fragments qui ont nourri l'imaginaire. Ces deux films ne racontent pas encore un univers, ils le suggèrent. Et c'est précisément ce flou, cette absence d'explication qui a nourri l'imaginaire collectif. C'est ce qui a fait du Predator le mythe qu'il est aujourd'hui. Sauf qu'avec le temps, cette silhouette furtive et méthodique a changé de visage. La créature invisible, implacable, quasiment abstraite, est devenue un personnage, avec une culture, des dialogues et des codes. Un anti-héros parfois, un symbole d'honneur ou de revanche, et parfois même une victime. Et si cet enrichissement a parfois apporté de bonnes surprises, il a aussi contribué à diluer l'essence du premier film, et ce, déjà avec le second. L'essence du premier Predator, c'était le mystère, la terreur sourde, la traque invisible, la tension animale. Ce que les suites ont trop souvent perdu, c'est cette impression d'être chassé par une force qu'on ne comprend pas. Bref, ce qui faisait toute la puissance du premier contact. Et c'est justement tout ça qu'on explorera dans les prochaines vidéos de cette série. Comment le mythe du Predator a évolué, s'est étendu et parfois égaré, tout en faisant les liens avec l'univers qui s'étend encore aujourd'hui, Alien et Independence Day, à suivre donc avec les phases 2, 3 et même 4 de cette saga culte jusqu'à Badlands en novembre. La chasse ne fait donc que commencer sur la chaîne. Pour conclure, les deux premiers films ont posé les bases d'un mythe. Les suites, elles, l'ont souvent dilué. Mais la légende, elle, est restée intacte. Même si, oui, je trouve le Predator un peu surcoté en tant que créature. Mais ces deux films, eux, ne le sont pas vraiment. Voilà pour cette première phase, celle des origines, celle qui a fait naître le mythe, avant qu'il ne soit raconté, analysé et étendu dans tous les sens. Si ça vous a donné envie de revoir ces deux films ou de les découvrir avec un œil nouveau, eh ben tant mieux. Et si vous êtes curieux de voir comment le mythe a évolué, alors la suite devrait vous plaire. D'ici là, n'hésitez pas à explorer le reste de la chaîne. Si ce genre d'analyse vous plaît, vous trouverez sûrement votre bonheur dans la playlist cultissime, ou presque, notamment celle consacrée à la saga Alien, forcément. Et puis, il y a aussi d'autres univers, d'autres monstres, d'autres mythes, que ce soit dans le jeu vidéo, la SF ou le cinéma plus classique. Donc, bon visionnage. Et comme toujours, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir, et à ce genre de vidéos d'exister, tout simplement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!